Dernier élément, on termine avec lui. Ça, c'est l'argument canon des évolutionnistes. La résistance aux antibiotiques. Vous avez entendu parler de ça. Si vous n'en avez pas entendu parler, bien, ils en ont parlé beaucoup parce qu'il y a un programme, PBS Evolution, 15 millions d'investissements, 8 heures de télésérie, 7 épisodes, un site web, beaucoup d'argent investi pour prouver la théorie de l'évolution. Ils ont été interviewés des professeurs, ils ont fait tout ce qu'ils ont pu, ils ont vraiment investi beaucoup d'argent pour faire quelque chose au niveau médiatique, prouver l'évolution. Et l'exemple qui est mentionné comme étant l'exemple qui devrait faire en sorte que tout le monde se convertisse à l'évolution, il ne devrait plus avoir de doute. Là. Les bactéries résistent aux antibiotiques, puis ils ne résistaient pas avant. La bactérie, elle ne résistait pas, elle résiste. Elle ne résistait pas, elle résiste. Elle a évolué, elle a changé. Quand j'ai assisté à un des débats de Cyril Barrette, pour revenir encore avec lui, parce qu'il est beaucoup impliqué dans le débat création-évolution, il parle toujours de la résistance aux antibiotiques. Si vous allez voir le débat que j'ai fait à la télévision avec lui aussi, il parle de résistance aux antibiotiques comme preuve numéro 1 là, que l'évolution se produit. À la fin du débat, je suis allé voir M. Barrette, j'ai dit « M. Barrette, vous parlez souvent de l'argument de la résistance aux antibiotiques. » Très poliment, je lui ai demandé « Est-ce que vous savez et vous pouvez me renseigner sur quel mécanisme fait en sorte que la bactérie finit par résister? Qu'est-ce qui s'est passé pour que la bactérie ne résiste pas puis elle se mette à résister? J'aimerais ça le savoir. » Et sa réponse a été qu'il ne le savait pas, qu'il n'avait pas le temps de regarder ça. Mais c'est toujours l'argument qu'il prend, qu'il soit à la télé ou devant des étudiants, 300 étudiants à l'Université Laval, dans un débat, il utilise toujours cet argument-là, il ne sait pas comment ça fonctionne. Alors, si lui ne le sait pas, vous pouvez vous imaginer que la très grande majorité des gens qui vous parlent de la résistance aux antibiotiques n'ont jamais regardé comment ça se produit. Moi, quand on m'a parlé de cet argument-là il y a 15 ans, j'ai été curieux, j'étais allé chercher dans des revues scientifiques et essayer de comprendre tous les types de résistance aux antibiotiques. Et il y a effectivement certaines résistances aux antibiotiques qui se produisent par le phénomène de Darwin. Mutation et sélection naturelle. Premièrement, ce qui se produit, c'est qu'il y a une mutation génétique. On voit ici un enzyme qui a muté. Alors, je vais commencer par vous expliquer comment ça fonctionne, un antibiotique. Un antibiotique, c'est une molécule qui rentre à l'intérieur de la bactérie et qui va se lier. Quand deux protéines réagissent ensemble, c'est comme une clé dans la serrure. Donc, elle va aller se lier à une protéine essentielle de la bactérie. Donc, comme on disait tantôt, il y a à peu près 250 protéines essentielles pour la vie. Probablement que l'antibiotique vise une de ceux-là. Et là, en se liant à cette protéine essentielle-là de la bactérie, elle ne peut plus faire son travail, cette protéine-là. Donc, la bactérie, elle meurt. Donc, vous voyez ici des molécules antibiotiques qui vont rentrer à l'intérieur puis ils vont tenter de se lier à un enzyme. Qu'est-ce qu'on a dit tantôt? À quoi sert l'ADN? Vous vous rappelez? L'ADN servait à... livre de recettes, construire les protéines. S'il y a une mutation génétique sur l'ADN, qu'est-ce qui se produit avec la protéine? La structure est plus pareille. Si la serrure est déformée, est-ce que la clé peut encore rentrer dans la serrure? C'est ça qui se produit avec la résistance aux antibiotiques. L'enzyme est déformée à cause d'une mutation génétique. Est-ce qu'une serrure qui est déformée est complètement non fonctionnelle? Pas nécessairement, elle peut fonctionner quand même. La protéine peut quand même fonctionner même en étant déformée. Mais l'antibiotique ne réussit plus à se lier à sa cible. Alors, c'est quoi le résultat de la résistance aux antibiotiques, cet argument qui est tant popularisé, tant médiatisé? On n'a aucune nouvelle information génétique. La bactérie est en train de devenir une cellule plus complexe? Quel nouveau gène elle a eu? Excusez-moi, mais pour devenir un poisson, il va probablement falloir qu'elle ait 1000 gènes de plus. Il n'y a aucun nouveau gène de plus. Il n'y a aucune nouvelle fonction biologique qui a émergé. Même pire que ça, il y a une fonction biologique qui fonctionnait bien avant, une protéine qui fonctionnait bien, qui maintenant a été déformée, qui fonctionne moins bien. Donc, l'argument de la résistance antibiotique vient démontrer que par le processus de sélection naturelle et de mutation, on peut avoir un organisme qui est dégénéré. Il y a eu une élimination, une réduction de l'activité enzymatique. L'enzyme a été déformée, la protéine a été déformée, la cellule marche moins bien qu'avant, la bactérie marche moins bien qu'avant, mais elle survit. Donc, c'est un très bel exemple de sélection naturelle, mais pas un exemple d'évolution, pas du tout. Ça prouve que le mécanisme de l'évolution fait dégénérer ou peut faire dégénérer une cellule. Alors, en conclusion, on a vu que l'évolutionnisme a été propulsé par deux grandes fraudes. La fraude d'Acorn, la fraude de l'homme de Piltdown. On a vu aussi que les arguments sont tordus.
comme l'argument de la progression du cheval qui ne se trouve pas. Peu de scientifiques travaillent avec la théorie de l'évolution. C'est pour ça que la majorité des scientifiques ne sont pas vraiment au courant de ça, parce qu'il n'y a pas besoin de la théorie de l'évolution pour savoir comment une cellule fonctionne ou savoir comment un animal fonctionne. On a juste à l'étudier, on n'a pas besoin de savoir d'où il vient. C'est pour ça que la théorie de l'évolution n'est pas nécessairement beaucoup contestée. Le registre fossile, le seul témoin du passé, affiche deux grandes règles, la fixité et l'apparition soudaine, qui vient confirmer le modèle créationniste aussi. Dans le hasard, dans la nature, il n'y a pas de hasard. Tout est beauté extrême, cohérence, le bon goût des fruits qui ne peut pas être expliqué par les évolutionnistes. Pourquoi les fruits goûtent bon, pourquoi les fleurs sont belles, pourquoi il y a de l'harmonie, pourquoi l'amour existe. Ce sont autant de phénomènes inexplicables par les évolutionnistes, mais explicables dans un modèle créationniste. Et je finis en vous parlant de la qualité des arguments. Si vous débattez avec un évolutionniste, rappelez-vous toujours de la qualité des arguments. Du côté créationniste, on a l'information génétique, la théorie de l'information qui vient à l'appui de notre théorie. La discontinuité du registre fossile qui est une règle générale plutôt que des exceptions. L'apparition soudaine des groupes majeurs d'animaux. Les systèmes biologiques sont tous des complexités réductibles. On a vu le génome minimal, le 250 gènes, la limite infranchissable de la vie, la biomimétique, on n'a pas le temps de parler dans cette conférence, les symbioses, le nombre d'arts. Du côté évolutionniste, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours la même chose, c'est des fragments de fossiles. On a des fraudes qui ont popularisé la théorie, des extrapolations, propagande médiatique et censure, beaucoup de censure envers les scientifiques créationnistes. On refuse de publier leurs articles dans les journaux séculiers. Attaque vicieuse contre le créationnisme, ça je l'ai vu énormément dans des débats et dans des forums de discussion. Et il y a toujours cette fameuse autoglorification. Non, c'est nous les scientifiques, vous êtes les religieux. Je pense que ça prend beaucoup plus de foi pour croire à l'origine de la cellule à partir de la matière inerte que ça n'en prend pour croire au créationnisme. Je vous remercie.